Et je vais d'abord laisser la parole à Anne-Marie Le Bourriette, professeure de droit public à l'Université de Rennes, et qui va évoquer pour nous la situation au niveau international, européen, avec la CEDH, et qui a bien entendu des incidences sur la France, puisqu'il y a eu notamment un arrêt, et d'autres sont attendus pour la France. Et je vous passe la parole, Anne-Marie. Alors, bien entendu, les arrêts de la CEDH ont des influences sur la France, puisque, en vertu de l'article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, et l'interprétation que donnent les cours internationales des traités l'emporte aussi sur, impose la même interprétation par les juges français. Donc, indubitablement, les juges français sont obligés d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On est en plein gouvernement des juges, mais c'est comme ça. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, contrairement à la tradition juridique française, raisonne à l'anglo-saxonne à partir d'une jurisprudence casuistique dépourvue de construction théorique et conceptuelle et essentiellement tournée vers les droits subjectifs. Donc pas de droit objectif vertical, mais uniquement une prise en compte des droits subjectifs dans des espèces et des cas déterminés. Donc elle ne tire pas ses solutions de principes objectifs, transcendants et surplombants, dont se déduirait logiquement la sentence, mais elle statue au cas par cas, le nez dans le guidon, dans une improvisation intellectuelle assez médiocre, et reconnue comme telle d'ailleurs par beaucoup de juristes français, et qui fait la part belle à la compassion individuelle. Alors pour les affaires de GPA, la Cour est toujours saisie, que ce soit dans les affaires mettant en cause la France, l'Italie, la Belgique, etc. La Cour est bien sûr toujours saisie par des clients qui ont recouru à une mère porteuse dans des conditions illicites, prohibées par le droit de leur État, mais qui viennent cependant se plaindre à elle de ce que l'État dont ils sont les ressortissants ne veut pas valider le résultat de leur fraude. Et la Cour accueille ces requêtes en se fondant sur l'article 8 de la Convention qui pose que toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, et elle se borne à mettre en balance avec ce droit à la vie familiale et privée, avec l'intérêt de l'État. Alors, d'abord, il faut savoir qu'elle donne à la notion de vie privée et familiale une définition extensible à l'infini, tout y passe. Elle englobe pêle-mêle le fait, le droit, l'intention et la biologie, tout et son contraire, dans une espèce de bouillie conceptuelle un peu attrape-tout. Par exemple, elle va admettre l'existence d'une vie familiale dans la simple relation potentielle qui aurait pu se développer entre un père naturel et son enfant. Elle accepte même la notion, dans un de ses arrêts, de vie familiale projetée. Ça devient une vie familiale puisqu'elle est projetée. Donc ça existe. Donc voilà, c'est toujours extensible à l'infini. Quant à l'intérêt de l'État qu'elle met en face du droit à la vie privée et familiale, elle le résume dans des formules extrêmement générales. Elle dit vaguement que c'est un choix d'éthique que fait l'État, la défense de l'ordre, l'intérêt de la collectivité à faire en sorte que ses membres se plient aux choix effectués démocratiquement en son sein. Bah, oui, c'est le respect de la loi, tout simplement. Mais elle ne dit jamais, et c'est ça le problème, elle n'insiste jamais sur les raisons de ce choix démocratique. Elle n'énonce pas pourquoi les États interdisent la GPA. Elle ne va pas se référer aux principes éthiques que l'État défend en l'occurrence. Elle ne dit pas un mot sur ces questions. Elle s'abstient donc de rappeler que les États qui prohibent ce procédé veulent justement interdire à des individus de jouer avec l'identité d'un enfant choséifié, dont on va dire qu'il est le fils de Madame A, alors qu'il est né de l'ovocyte de Madame B, implanté dans l'utérus de Madame C, et ensuite abandonné par cette dernière. La France a interdit la GPA au nom de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, parce que les droits de l'homme interdisent précisément de passer commande d'un enfant dont on a sélectionné la génitrice et la porteuse, comme des poulinières de Deauville ou les esclaves du commerce triangulaire. C'est pour ça, et c'est au nom des droits de l'homme, que l'on interdit la GPA. Alors la Cour ne fait jamais référence aux raisons profondes qui justifient cette interdiction, et surtout, c'est là le problème, c'est qu'elle ne recherche pas dans la convention qu'elle est chargée d'appliquer s'il n'y a pas là aussi des principes qui devraient interdire la GPA au niveau européen. C'est-à-dire que comme elle part d'une casuistique de travers, jamais elle ne pose la question en termes objectifs, est-ce que la GPA
est ou non conforme aux principes de la Convention. Est-ce qu'il y a dans la Convention européenne des droits de l'homme un principe de dignité de la personne humaine? Elle ne le dira pas. Elle ne répondra pas à la question de ce fait. Alors nous avons pourtant tout ce qu'il faut dans la Convention. L'article 3 de la Convention pose que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Qu'est-ce qu'elle en fait? L'article 4 dit « Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ». Manifestement, elle n'a pas l'air de voir que dans la GPA, il y aurait quand même des rapprochements à faire. Elle ne dit jamais « La GPA est conforme au contraire ». Elle se borne à invoquer le fait que pour des choix éthiques un peu délicats, il n'y a pas de consensus entre les États. On a le sentiment que si elle apercevait un consensus dans les États européens en faveur du rétablissement de l'esclavage, elle dirait « Ah, ben, on peut alors rétablir l'esclavage au niveau européen, puisqu'il y a un consensus qui se dégage en la matière. » Elle ne dira jamais « La Convention elle-même exige ceci ou interdit cela ». Donc, pas de principe objectif, elle fait simplement de la casuistique. Alors, si vous avez lu Blaise Pascal, vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle Les Provinciales, et dans Les Provinciales, c'est la querelle des jansénistes et des jésuites, il se moque de la façon dont les pères jésuites interprètent les règles pour les vider de leur sens et finalement ruiner les principes qui sont posés. Alors, en l'occurrence par la loi divine, mais ça peut être tout à fait transposé aux lois civiles. Et il montre effectivement comment on arrive à ruiner un principe à partir d'une casuistique laxiste qui donne toujours finalement l'absolution à ceux qui ont violé la loi. Alors c'est exactement ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que, et alors évidemment c'est assez cynique, puisque ce sont des gens qui ont violé la loi, qui se sont mis à l'écart des principes de l'humanité, qui ont recouru à un truc qui est véritablement contraire aux droits de l'homme, mais qui vont pleurnicher ensuite devant la Cour en disant « l'État nous fait des misères parce qu'on a violé la loi de l'État ». Il y a quand même quelque chose qui... Alors moi j'appelle ça un petit peu la jurisprudence Leonarda, mais c'est tout à fait ce que fait la Cour, c'est-à-dire que la Cour au fond nous dit « écoutez, vous avez le droit d'interdire la GPA parce que c'est contraire aux droits de l'homme, mais en tout état de cause, vous devez quand même valider les situations issues de la violation de la loi au nom des droits de l'homme ». C'est complètement insensé, on est dans un système circulaire et un raisonnement qui devient absurde. Mais donc, à partir du moment où on a créé une situation de fait frauduleuse, fût-elle frauduleuse, eh bien, il faut en tirer les conséquences au nom donc du droit de l'enfant à une vie familiale. Elle a même dans l'affaire Paradiso et Campanelli, où là on a affaire à une escroquerie. Ce sont deux parents, la mère a 55 ans, le père 45 ans, et ils ont véritablement acheté l'enfant. Il n'est même pas le fils génétique du père. Hein. L'enfant a été acheté en Russie dans des conditions absolument frauduleuses, et la mère a même feint une grossesse pour faire croire qu'elle aurait été enceinte à l'étranger, etc. C'est une affaire frauduleuse. Le juge italien a retiré l'enfant aux parents parce que ce sont des escrocs. Il n'a même pas voulu du tout admettre une quelconque paternité. Eh bien, la Cour, là encore dans sa casuistique incroyable, dit, écoutez, voilà, maintenant que l'enfant est parti en adoption et qu'il a été confié à des parents adoptifs après avoir été placé, eh ben, il ne faut pas les rendre à ce couple de délinquants, mais quand même, ils ont droit à une indemnité parce qu'il y a quand même eu atteinte à leur vie privée et familiale, et elle leur accorde 20 000 € d'indemnité. Alors qu'il est établi qu'ils ont fraudé de manière extraordinaire la loi italienne, mais même la loi russe et tous les principes qui vont avec. Donc il y a toujours ce système qui fait que finalement, le fait accompli, fût-il frauduleux, devient source de droit et même source de droits de l'homme. Donc on arrive quand même à une perversion complète du raisonnement. Alors, la Cour dit ceci, elle dit ceci à l'égard de l'Italie, elle l'a dit pour la France. Il y a 3 affaires encore qui sont pendantes maintenant devant la Cour et qui vont être jugées et qui cette fois... Alors dans les affaires dont on vient de parler, ce sont des couples hétérosexuels dont madame est généralement largement ménopausée. Hein, donc ce n'est pas du tout un cas de stérilité médicalement constatée ni quoi que ce soit, c'est tout simplement, c'est la nature aussi qui ne dit plus oui à une femme passée cet âge-là. 55 ans quand même dans l'affaire italienne. Alors là, il y a 2 affaires qui vont cette fois-ci mettre en cause des couples gays, mais
il n'y a aucune raison pour que la Cour change d'attitude. Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Ce qu'elle va voir, c'est, elle va dire que l'enfant a le droit d'avoir une vie familiale et que puisque c'est fait, et puis c'est tout. Il n'y a qu'à tirer les conséquences des faits prohibés. Alors évidemment, il n'y a pas que la Cour toute seule, c'est-à-dire que la jurisprudence de la Cour s'impose à nos juridictions françaises, que ce soit le juge judiciaire ou le juge administratif. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, évidemment, la Cour de cassation d'abord a, dans un avis récent, été obligée d'admettre la validité des adoptions de la conjointe lesbienne des bébés Thalys, et bien sûr le procureur général Sarcelet invoque évidemment la jurisprudence de la Cour dans ses conclusions, et le Conseil d'État également, dans son arrêt Association juriste pour l'enfance du 12 décembre 2014, a été obligé d'appliquer la jurisprudence de la Cour pour valider la circulaire de Madame Taubira, qui dit le contraire de ce que M. Valls prétend cependant. Et je rappelle que le rapporteur public a bien indiqué au Conseil d'État le dialogue des juges, c'est-à-dire le dialogue entre les juges français et les juges européens, le dialogue des juges interdit absolument que vous adoptiez une solution frontalement contraire à celui d'une Cour européenne. Donc vous êtes obligé de vous incliner et donc d'appliquer la jurisprudence européenne. Et c'est ainsi donc que se trouve validée la circulaire de Madame Taubira, qui pourtant viole l'article 1128 du Code civil. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions, et l'être humain n'est pas dans le commerce, il ne doit pas pouvoir faire l'objet de conventions. Donc, on est arrivé à un système où finalement ce que la nature ne procure pas, on va le chercher sur le marché. La Cour européenne dite des droits de l'homme valide le recours au marché, et les juges français sont condamnés ensuite à appliquer, sauf à ce que éventuellement nous faisions comme les Anglais l'envisagent, dénoncer la Convention. Merci Anne-Marie. Finalement, on peut se demander si la Cour européenne des droits de l'homme, qui donc repose sur la Convention européenne des droits de l'homme, on peut se demander si elle considère que les droits de l'homme ne sont pas faits pour la femme et pour l'enfant, puisqu'on est évidemment en complète contradiction, comme l'a expliqué Anne-Marie.